שלא תספור לי את הדקות בסוף על השיעור של רוני אקריש. Erev Tov. Bonsoir à tous, on se retrouve pour le 7e cours avec Itai Ashkenazi qui nous explique la cita de Yemima, la méthode de Yemima Vital. Si vous avez regardé l'enregistrement, pour vous inscrire au live, c'est sans frais et c'est sur un site qui s'appelle fr.lilmod.org. C'est très simple de s'inscrire, on vous attend pour se retrouver le jeudi soir en direct depuis votre ordinateur avec Itai Ashkenazi et tous les amis qui sont là tous les jeudis soirs pour être ensemble. Voilà, Erev Tov. Erev Tov tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est le 7e cours. Notre sujet pour ce soir est la délimitation et séparation. Ça se connecte assez bien avec le cours précédent de la mesure de recul pour le rapprochement vrai. Bon, on va expliquer. Délimitation et séparation, en hébreu, tichum ve'afrada. Afrada, séparation, et tichum, délimitation. Alors, on a pour recherche l'équilibre de notre intériorité. L'équilibre, il ne faut pas entendre morbide, froid, intellectuel. L'équilibre, c'est quelque chose qui a pour signe être léger, être plein de force de vie, être joyeux, être avec de l'humour, être souple. En général, le signe de l'essence est la légèreté et la souplesse, aussi bien que la joie et la paix. Il y a quelque chose d'amusant, il y a quelque chose comme un enfant. C'est ça l'équilibre qu'on cherche, et pas l'équilibre sérieux et bon, je suis comme ça, je fais pas de bêtises. C'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est notre intériorité, notre vie qui va dans le bon sens. Et alors, comment on va définir un peu l'équilibre de notre intériorité? C'est tous les éléments de notre système sont à leur place. Chaque partie, on a dit en hébreu chelek, en français les parties de notre intériorité, sont à leur place. Disons par exemple la pensée, le cœur, les sentiments, la volonté et l'écoute. Et chacun est à sa place. Par exemple, l'opposé, c'est quand il y a une lutte entre le cœur et la pensée. Quand la pensée a pris trop de place et a pris l'endroit où le cœur devrait fonctionner. Par exemple, si la pensée prend l'endroit de la volonté, alors je pense ce qui est bien, mais je veux autre chose et la volonté n'a pas de place. Alors l'équilibre, c'est donner chaque partie de notre intériorité la place qu'elle doit avoir et qu'elle brise pas les limites et les frontières de son endroit qu'il faut être. Alors, il y a où il faut sentir, il y a où il faut penser, il y a où il faut vouloir quelque chose. Et chacun, dans cette pièce de théâtre, a son rôle. Et si chacun joue son rôle bien, alors j'ai l'équilibre, j'ai la joie, j'ai la souplesse, et voilà. Et pourquoi il y a la souplesse? Parce qu'à chaque instant, il y a peut-être un des acteurs qui doit prendre le rôle, le rôle central peut-être. Il doit prendre le guide. Et non seulement chacun a sa place, il y a une harmonie entre les différentes parties et réciprocité. Ça veut dire que s'il y a le cœur et il y a la pensée, si chacun était seul, alors il n'était pas pleinement lui-même. S'il y a la pensée qui reçoit du cœur et s'il y a le cœur qui reçoit de la pensée,
alors là, chacun est plus que lui-même. Ça veut dire il y a deux, mais en fait, quand ils sont en harmonie mutuelle et réciproque, chacun devient plus que lui-même. C'est à notre intériorité comme dans le couple. Si dans le couple, chacun a sa place et il y a une harmonie mutuelle, chacun devient plus que lui-même. C'est opposé à ce que beaucoup de gens pensent que le couple ou l'alliance ou la société, ça veut dire que chacun devient un peu moins lui-même pour avoir la société. Alors, pour notre étude, c'est pas ça. C'est chacun, à cause de la société, si elle est bien, si elle est construite bien, il devient plus que lui-même. Parce que chacun a sa place et il donne à l'autre son meilleur. Ce qu'il a bien, il peut donner à l'autre. Par exemple, je vais à un colloque, je vais à, je sais pas, comme on a dit, conférence. Bon. Maintenant, je veux me rapprocher à cette situation. Alors, je demande mon cœur, qu'est-ce qu'il dit? Et je demande ma pensée, qu'est-ce qu'elle dit? Et des fois, chacun il comprend la situation dans une façon partielle. Mais s'ils travaillent ensemble, ils peuvent avoir la picture. Pour comprendre la situation de façon Rav m'a dit dimension, avec beaucoup de dimensions. Et chacun, s'il est tout seul, il voit qu'une dimension et c'est très étroit. Alors si je viens à la situation avec mon cœur et avec ma pensée et avec ma volonté, je vais pouvoir avoir la perception multidimensionnelle de la situation. Par exemple, je pense que c'est bien organisé, mais mon cœur me dit quelque chose d'autre. Alors la pensée demande le cœur, qu'est-ce que tu ressens là? Il dit, il y a un éloignement, il y a arrogance, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors je dis, je n'ai pas aperçu parce que j'ai essayé d'analyser la situation que avec la pensée. Et le cœur sent quelque chose, alors il demande à la pensée qu'est-ce qu'elle dit, et elle lui donne aussi des dimensions qu'elle n'a pas captées. Et ensemble, chacun devient plus que lui-même. C'est ça qu'on cherche. Alors c'est vrai à l'intérieur de moi, et c'est vrai aussi dans la famille, dans la boîte de travail, c'est vrai à la société et au monde entier. C'est toujours la même idée. L'idée que quand chacun prend sa place vraie et donne à l'autre, alors il y a une harmonie on dit en hébreu, mekablin den, pas en araméen, mekablin den miden, qui reçoivent et il y a une sorte de résonance comme ça de lumière. Chacun reflète et fait la lumière de l'autre plus qu'elle est. Bon, c'est un peu mystique là, mais c'est simple en fait. Alors pour ça, la première étape, c'est faire la délimitation et la séparation. Délimitation et séparation, c'est chercher les frontières de chaque partie de notre intériorité et qu'elle brise pas, qu'elle brise pas les frontières. Voilà. Ça veut dire que, si on donne cet exemple encore, pour comprendre, par exemple, je veux prendre une décision. Alors, comment je prends une décision? Je fais un beau tableau avec les plus et les moins de la situation. Comment je choisis un appartement? Comment je choisis qu'est-ce que je vais faire dans une situation? Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, comment on prend une décision responsable? On fait un tableau un peu mathématique, un peu intellectuel, un peu comme ça, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins, ça c'est très bien. Alors, tout ça est très beau, mais mon cœur, si je lui demande, des fois il va me dire quelque chose qui ne va pas avec ce beau tableau. Alors qu'est-ce que je fais? Comment je prends la décision avec tout mon système et pas seulement avec les idées intellectuelles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien.
Parce que dans ces idées, des fois, je ne prends pas en compte moi, ma personnalité, mon état actuel dans la vie, et en plus des paramètres et de l'information que ce tableau ne peut pas analyser. Comme on a dit, Yamim a dit que le cœur a des récepteurs. Le cœur sait des choses qui ne rentrent pas dans le tableau, si on lui demande. Et nous, dans notre culture, il y a une arrogance de l'intellectuel envers le cœur. Le cœur est perçu comme un endroit comme ça, peut-être romantique, peut-être avec de l'inspiration, mais pas sérieux pour des décisions vraies dans la vie vraie, pour le travail, pour tout ce qui est sérieux. Alors le cœur, c'est pas sérieux, c'est pas, disons, madaï, comme on dit madaï, c'est pas scientifique. C'est bon, il y a quelque chose là-bas, on ne sait pas quoi faire. En fait, il y a la science du cœur, c'est ça qu'on essaie d'étudier ici aussi. Il y a la science du cœur, il a son langage propre, il a son génie propre, mais c'est un langage différent du langage intellectuel. Et il faut commencer à comprendre le langage du cœur et savoir que c'est pas comme ça le désordre qu'on pense que c'est. C'est qui c'est qui dit que le cœur c'est le désordre? C'est la pensée, en fait. C'est clair ce que je veux dire? Parce qu'il comprend pas ce langage, alors il dit c'est le désordre. Mais s'il commence à comprendre et apprécier le langage du cœur, il peut recevoir quelque chose de ça. En général, c'est l'harmonie entre l'homme et la femme dans le couple. Parce que s'il va comprendre ce qu'elle peut lui donner, la lumière qu'elle peut lui donner dans le couple, il va recevoir beaucoup de ça. Mais si lui ou elle ou tous les deux pensent que la lumière du cœur c'est moins, c'est pas tellement important, c'est sympa mais c'est pas sérieux, alors là il y a un diminuement, je sais pas, la lumière du couple et la lumière de la famille est diminuée parce que le cœur ne reçoit pas son endroit respecté dans le système. Et ce qui se passe, c'est la pensée commence à prendre des rôles qu'elle devrait donner au cœur. Et elle dit, moi je vais faire ça aussi. Et là, elle est sortie de ses limites et elle commence à créer le déséquilibre du système, de la famille, de ma vie. Alors il faut remettre la pensée à sa place, qu'elle ne sort pas de sa place respectée, donner le cœur sa place respectée, la volonté et tout. Il faut commencer à voir les parties différentes et leur donner la place qu'elles doivent avoir. Et chacun, dans son interrogation, son voyage à la découverte de lui-même, il doit d'abord se demander qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur et quelles sont les parties qui jouent. Après, il doit se demander où est la limite, où est les frontières de chaque partie. Et moi, personnellement, dans mon histoire personnelle, quelle partie j'ai l'habitude de diminuer? Quelle partie j'ai l'habitude de donner trop de poids? Par exemple, quand je demande à des gens, quelle partie la volonté a dans ta vie? Alors, il y a beaucoup de gens que pour eux, qu'est-ce que je veux? C'est pas une question. Ou c'est une question pour les vacances, pas pour tous les jours. Qu'est-ce que je veux? Qui c'est qui s'intéresse à qu'est-ce que je veux? Est-ce que moi, je m'intéresse à qu'est-ce que je veux? Est-ce que je me demande cette question? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? Peut-être je pense qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? Et après, une autre question, qu'est-ce qui va me créer des bonnes émotions?
C'est aussi une question que beaucoup de gens ne se demandent pas du tout. Je demande qu'est-ce qui est bien pour, je sais pas, le business, pour le succès financier, mais qu'est-ce qui va me faire sentir bien, c'est pas une question. Ou c'est une question qui vient Z. Il y a A, B, C, D, hein, il y a Z. Peut-être, il y a qu'est-ce qui va faire du bien. Alors, est-ce que je donne le bon poids et la bonne place pour chacune des parties de ma vie? Et si je ne donne pas la bonne place, j'ai le déséquilibre, et alors, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de rapprochement. Clair jusque-là? Question, remarque, attaque, volonté, sentiment, pensée. Monsieur Goetz. Goetz, c'est ça? C'est pas. Francis, on te voit pas aujourd'hui. Ah. Voilà. Vous voulez intervenir, Monsieur Guez? Non, pour l'instant, j'écoute un petit peu. Ok, c'est bien. Top, Et je fais fier de connaître Itaï. Ok. J'ai étudié avec Manitou à Mayanot. Ah, top. Il a étudié avec mon plaisir. grand-père. Bon. Voilà, c'est un plaisir de voir le petit-fils. Ok, tout bien. Je ne connais pas encore assez l'approche de Yamima. Là. Je regarde un peu. Quoi. Top. Alors, le mélange. Le mélange, c'est la notion, c'est qu'est-ce qui se passe quand les parties ne sont pas à leur place et ils commencent à se mélanger et faire que chacun marche sur les pieds de l'autre. Ça va? Il y a quelque chose que... ça s'appelle en hébreu « irbouv ». Et le mélange fait le surcharge émotionnel. Ça fait bouger le système, il n'y a pas de déséquilibre, il commence à avoir la colère, la tristesse, le jugement, et tout ça vient des mélanges. Le mélange est intérieur et aussi à l'extérieur, par exemple, mon endroit dans le monde et l'endroit de mon mari, de l'autre au travail, chacun a sa place dans le monde. Quand je commence à me mélanger, par exemple, par rapport à Achrayut, comment on dit Achrayut? La responsabilité. Voilà. Par exemple, quand je prends la responsabilité qui devrait être de l'autre, je commence le mélange, je commence la colère. Attends, une seconde, Itaï. Une seconde. Oui. Monsieur Feldman, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends, vous m'entendez? Là, c'est bon. Ah, ok. J'ai ouvert votre micro, là. Ah, très bien. Alors, on voudrait poser une question. Non, mais c'est pas grave. Oui. Tout à l'heure. Avant le mélange, oui, bien, avant qu'on se mélange. Avant qu'on se mélange. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'était en fait les critères du positionnement que nous avons chacun. Comment nous pouvons les définir, ces critères? Comment je sais où est ma place et où est la place de l'autre, par exemple? Non, par exemple, vous avez donné l'exemple dans le choix, par exemple, entre la place que vous donnez au niveau du cœur et au niveau de la pensée. Et vous avez dit qu'il fallait qu'il y ait une harmonie totale, un accordage, pour qu'il y ait une intensification de chacun. C'est ce que j'ai compris. Oui, très bien. C'est bien. Alors, moi, ma question, c'est comment moi je sais qu'à chaque instant de ma vie, ma place, elle est plus au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Vous avez pris l'exemple de l'organisation de conférences et vous avez dit ma pensée, que je suis bien organisée, etc. Et moi, je me dis, mais comment sur quels critères, voilà. Je vais vous donner une réponse qui est vraiment la folie et assez simple, très très simple. Mais c'est ça qu'il faut commencer à jouer. Yami m'a dit, Kshuva leliba timtsa tshuvata. En français, si elle écoute son cœur, elle va avoir sa réponse.
Parce que la réponse de savoir comment faire maintenant, qu'est-ce que donner plus de poids, à quoi donner moins de poids, ça vient de l'intérieur. Alors toujours, je reviens à mon intériorité et je demande la question. Est-ce que je fais ce qui est exact pour maintenant, pour moi, pour tout ça? Et quand je commence à demander la question, mon cœur va commencer à me donner les réponses. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors je demande à mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors mon cœur va me dire, bon, écoute, on n'est pas dans notre endroit là, je commence à me sentir mal, je veux partir. Parce que c'est pas une réponse mathématique ou une sorte de, je sais pas, un schéma que je peux savoir combien de pensées, combien de cœurs, combien. Si je commence à savoir, bon, où est le cœur maintenant? Où est la pensée maintenant? Est-ce qu'il y a l'équilibre? Je sais déjà de la mesure de proximité. Est-ce que je me sens proche là? Si je ne me sens pas proche, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand il y a l'équilibre, il y a la proximité. Si je suis bien équilibré, mon cœur est ouvert et j'ai la proximité envers moi-même, envers la situation et envers l'autrui. S'il n'y a pas de proximité, je commence à m'interroger, qu'est-ce qui ne va pas? Et si je vais faire cette question encore et encore et encore, je vais commencer à avoir des réponses, qu'est-ce qui ne va pas? C'est assez clair et simple comme réponse. Oui. Comment je sais? Je sais. Parce que la base de cette étude, que on sait. On sait. On peut dire comme ça, il y a un oubli. L'oubliette. Il y a un oubli. Je suis déconnecté de cette réponse que je la sais déjà. Et si je reviens en moi-même, je vais avoir la Izachrout, Zikaron. Je vais avoir la mémoire de ce que je sais déjà. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et je sais très bien qu'il ne faut pas aller à cette colloque. Et je vais quand même. Et je le sais. Alors j'ai les signes que mon intériorité me donne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'écoute et je me demande ça va pas où? Bon, on va aller voir la pensée, on va aller voir le cœur, on va aller voir je sais pas quoi. Et on va voir, ah là je commence à avoir l'idée que là il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être trop de pensée là. Par exemple, comment on sait que la pensée prend trop de place? Elle commence à aller en rond. Je fais des tours comme ça, j'ai la même pensée déjà 3 fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Le signe de l'essentiel est la ligne droite. Il y a quelque chose de simple et clair qui va direct. Et le signe de la surcharge émotionnelle est apitulim en hébreu. Je sais pas, bon, vous avez vu la forme. La rumination. La rumination de la pensée. Ça veut dire quand vous avez une pensée qui en fait tourne, comme vous avez dit, ça veut dire qu'on rumine. Oui. Pitoulim, c'est comme la route qui va comme ça. Il y a quelque chose qui est pas simple. Par exemple, tu demandes quelqu'un, qu'est-ce que t'en dis? Et il commence à faire ouh, qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple, c'est clair. Tu dis ce que tu veux. Tu veux ou tu veux pas. Quand quelqu'un commence à faire des ronds, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il a peur, il veut pas dire, je sais pas quoi, je sais pas. C'est la simplicité et la ligne droite. Akav hayashar. Bon, petit à petit, déjà, quand je commence à me demander cette question, est-ce que peut-être je donne trop de poids à quelque chose? Par exemple, je donne trop de poids à ce que je pense qui est moral et bien et je sais pas quoi. Et pas assez de poids à ce que je veux. Déjà, je vais commencer à voir qu'il y a le désordre dans ma vie. Shvirat hakelim. Bon, alors, à cause de beaucoup de raisons, comme on a dit dans des cours précédents, les frontières sont en fait brisées.
on commence le voyage d'un état où les frontières sont brisées dans beaucoup d'endroits dans notre vie. Il n'y a pas d'équilibre. Et les parties ne sont plus séparées indépendamment. Ça veut dire que le mari ne fonctionne pas indépendamment de sa femme. Ça veut dire que le cœur ne peut pas fonctionner s'il ne donne pas des raisons intellectuelles pour ce qu'il ressent. Vous connaissez ce problème? Je ressens quelque chose et maintenant, je me sens obligé de donner des justifications intellectuelles pour ce que je ressens. Alors, ça veut dire que le cœur ne peut pas simplement dire « je me sens bien ». J'aime pas, je haïs, j'ai envie de quelque chose. Il peut pas, il doit dire j'ai envie parce que, voilà, parce que quelque chose. Alors le cœur, il peut fonctionner sans les justifications intellectuelles. Je veux parce que je veux, c'est tout. J'aime parce que j'aime. Et après, il y a la pensée que peut dire elle aussi ce qu'elle pense, très bien. Et maintenant, ils commencent à se reconnaître et voir comment ils peuvent tous les deux vivre dans la même maison. Parce que j'aime et je pense, et maintenant, il y a une maison. Mais pour avoir le rapprochement vrai, il faut d'abord faire la délimitation et la séparation. Laisser chaque partie fonctionner pour elle-même. Après, ils peuvent se rapprocher, s'unifier, se donner l'un à l'autre, tout va bien. Si d'abord on commence à nettoyer le mélange. Par exemple, je veux quelque chose, même que ce n'est pas beau dans la société. Même que je ne pense pas que c'est une bonne mère va vouloir quelque chose comme ça. Je veux même que dans mon échelle de valeur, je ne devrais pas vouloir quelque chose comme ça. Alors, pour délimiter, il faut dire, bon, j'ai mon échelle de valeur et je veux autre chose. Très bien. Je peux vouloir quelque chose qui ne va pas avec mon échelle de valeur. Maintenant, comment ils vont se rencontrer? Ça, c'est une autre question. D'abord, séparation et délimitation. Je peux laisser ma volonté, par exemple, je veux, mais ce n'est pas réel. Alors, la volonté ne joue pas dans la territoire de réel. Elle veut des choses. Maintenant, on commence la réalité à dire ça. Bon, très bien. Mais si je ne laisse pas la volonté parler sans qu'elle doit se justifier avec la réalité, alors ma volonté est esclave. Ma volonté est esclave à la réalité. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que ma volonté ne soit pas esclave de la réalité. Après, qu'est-ce qu'on fait avec la réalité? On va la rencontrer. Mais je peux vouloir quelque chose qui n'est pas réel pour l'instant. Ça ne change rien que je le veux. Je ne veux pas aller au travail aujourd'hui. Ah, mais il faut, mais je ne sais pas quoi, mais je ne veux pas. Très bien. Alors, je sais déjà, je me connais, je vois. Délimitation, séparation. Volonté, je ne veux pas aller au travail. Pensée, ah, il faut quand même. Sentiment, deux sentiments. Il y a l'excitation de penser d'aller en balade dans la campagne, mais il y a la peur, qu'est-ce que mon patron va dire? Alors, deux émotions. Délimitation, séparation, je vois. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec toute cette histoire? Je ne sais pas. Mais d'abord, je peux voir chaque partie pour elle-même et lui donner la liberté de fonctionner pour elle-même. Séparation. Maintenant, on va passer à la deuxième partie des nombreuses sortes de séparation. Pour l'instant, c'est clair cette histoire? Par exemple, mon mari veut aller à ce mariage. Moi, je ne veux pas du tout. Alors d'abord, séparation. Ça va, on est un couple, lui il veut, moi je ne veux pas. Après, comment on va fonctionner en tant que couple, on ne sait pas encore.
D'abord, on a fait la séparation. On ose voir qu'on veut autre chose. On ose voir que c'est légitime, que lui, il n'aime pas du tout ce sort d'événement, et moi, j'aime. Si on est mélangé, chacun se dit, comment ça se fait que moi, j'ai un mari comme ça, qui n'aime pas des choses comme ça? Trach, le mélange. Et lui, il se dit, comment j'ai reçu une femme qui me critique et qui aime sortir à ces événements terribles, et qu'est-ce que ça veut dire sur moi et sur mon mariage et sur ma vie? Mélange. Alors, elle aime, toi tu n'aimes pas, très bien, très simple. Ça veut rien dire sur toi, et toi, ça veut rien dire sur elle. Chacun, ça veut dire sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre couple? Rien du tout. Ça veut dire qu'elle aime ça, et moi, j'aime pas ça, et c'est très bien. Après, comment on va faire le couple? On ne sait pas encore, mais d'abord, on laisse chacun être lui-même sans que chacun, ça veut dire quelque chose sur moi et sur... Comment est-ce qu'on porte dans la société? Pourquoi il parle comme ça quand on est dans une situation sociale? Pourquoi? Alors, bon, lui et lui. Après, qu'est-ce que ça veut dire sur moi que mon mari parle comme ça dans une situation comme ça avec des copains? Et lui, la même chose pour elle. Et ça, on fait aussi dans notre intériorité, mais à l'extérieur, c'est plus clair, ce mélange. Comment je peux pas laisser l'autre faire des bêtises, aimer des choses que je pense qu'il faut pas aimer, je sais pas quoi. Après, si on a la chance et chacun fait sa séparation, peut-être il va pouvoir recevoir quelque chose de cette chose qu'il aime tellement pas chez l'autre. Il y a un trésor justement à l'endroit que tu détestes, que tu peux pas supporter. Il y a un cadeau et je peux le recevoir si je commence à faire la séparation. Parce que chacun, normalement, se marie avec la personne qui peut lui donner quelque chose qu'il veut tellement et qu'il a absolument peur de cette chose. Par exemple, il y a quelqu'un qui est complètement bloqué et il se marie avec une femme qui a la liberté en elle et il veut ça. Il veut sa liberté, mais il a peur. Comment il peut recevoir le cadeau de la liberté de sa femme? C'est s'il ose faire la séparation et après il peut commencer à recevoir. Mais s'il ne peut pas voir que elle est libre, moi je ne suis pas, et j'ai peur de ça, mais je veux peut-être recevoir quelque chose de cette liberté, alors peut-être je vais commencer bon, je sais pas, recevoir ce qu'elle a à lui donner, le cadeau. Commencer à gagner. Commence à gagner ce qu'elle a à lui donner. Sinon, tant qu'il y a le mélange, alors il fait une lutte contre ce point, parce qu'il le veut et il a peur et il ne sait pas quoi et je sais pas ça. Alors il ne peut pas recevoir. On peut recevoir quand il y a un éloignement assez pour que je la laisse et je peux voir ce côté beau qui me fait peur, qui ne sais pas quoi. Ah bon, c'est un exemple pour dire l'idée que quand il y a la séparation, les différentes parties peuvent donner exactement l'autre partie ce qu'elle manque. Peut-être qu'elle juge même, elle critique, peut-être qu'elle déteste, peut-être qu'elle lutte contre ça. C'est osé shalom. Faire la paix entre les parties, c'est d'abord donner chaque partie sa place indépendante. C'est accepter l'identité de l'autre. Oui. Tout simplement. Oui, en fait, cette étude est très simple. Et sa volonté, etc. Oui, oui, oui. Et également, au niveau de sa pensée, c'est tout le contraire. Les deux niveaux qu'il faut accepter. Oui, et sa volonté. Et des fois, qu'est-ce que je fais si c'est du côté du cœur ou de la pensée? C'est une autre partie. Normalement, dans cette étude, on fait ça, il y a Marshava, Regesh, Veratson, Vekeshev. La pensée
le sentiment, le cœur, la volonté et l'écoute. Il y a encore plus que ça, mais déjà c'est les parties de base. Bon, alors on va voir un peu de sorte de séparation, afradot. Alors d'abord, entre l'essentiel et le superflu. Chacun a sa place. Il y a en moi l'essentiel et il y a en moi le superflu. Il y a les deux. Tant qu'ils sont mélangés, je ne peux pas avoir l'équilibre. Quand je vois l'essentiel en moi et le superflu, par exemple, je veux quelque chose et j'ai peur de cette volonté. Par exemple, j'aime quelqu'un, mais mon cœur est fermé envers lui. Par exemple, je veux dire à quelqu'un quoi faire, mais je le fais de façon agressive. Alors, dans tout, il y a l'essentiel et le superflu. Pour commencer à faire l'ordre dans le système intérieur, il faut commencer à voir là, il y a l'essentiel et il y a le superflu et faire la séparation. Séparation, ça veut dire que chacun peut être lui-même sans être influencé par l'autre. Par exemple, si je veux faire quelque chose de bien pour mon copain, mais en fait, ça s'est mal tourné et il s'est énervé. Alors peut-être il y avait le superflu, mais ça n'influence pas le fait que j'avais l'amour pour lui et je voulais faire quelque chose de bien. Par exemple, moi, un exemple personnel, je me rappelle une Shabbat que je voulais sortir à la synagogue et je me suis énervé contre mes enfants. Et je marchais à la synagogue et il y a une voix en moi qui me disait « T'as tout gâché. Maintenant, ta Shabbat est gâchée. » Alors, pour la séparation, on va dire « Il y a beaucoup de bien en moi et il y avait une minute là de superflu. » Et le superflu ne va pas gâcher tout le bien. Le superflu ne gâche pas le bien, il est séparé. Et chez nous, beaucoup de fois, si on voit le superflu en nous, on va dire « Ah, alors ça veut dire que l'essentiel n'est pas vrai. Si j'avais beaucoup d'amour hier et demain je haïs cette personne, alors qu'est-ce qui est vrai ?» Alors il y a deux vérités séparées. Il y a l'essentiel et le superflu. Et il faut les séparer et les laisser vivre indépendamment. En plus, Yemima a dit Atov en mishkalo kameyutar. Le bien, l'essentiel, pèse beaucoup plus que le superflu. Il est beaucoup plus important. Ce n'est pas vraiment mathématique, parce que 1 kilo d'essentiel vaut plus que 1000 kilos de superflu. Alors, c'est pas parallèle. Un tout petit peu d'essentiel et de bien a beaucoup plus de poids que le superflu. Mais d'abord, faire la séparation. Quelqu'un me parle, il y a en ce qui parle l'essentiel et le superflu, je fais la séparation. Une sorte de séparation. Là, encore, très beau, et si on comprend ça, on accepte ça, ça change la vie. C'est la séparation entre moi et la surcharge émotionnelle qu'il y a en moi. Yemima avait dit en hébreu, Ata zelo haomes. Tu n'es pas la surcharge émotionnelle. Je vois la surcharge. Très bien. Elle est là. C'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas moi? Il n'y a pas de responsabilité. Non, ma responsabilité, c'est de savoir que c'est pas moi. C'est pas m'identifier avec la surcharge émotionnelle qu'il y a en moi. C'est comme un visiteur, peut-être invité, peut-être pas invité, c'est un visiteur, ce n'est pas moi. Elle a insisté sur ça, Yemima, Ata zelo haomes, evanta. Tu n'es pas la surcharge émotionnelle, ce n'est pas toi. Est-ce que tu as compris? Elle disait aux étudiants. Ça veut dire que si je vois en moi la haine, le cœur fermé,
la critique. Il faut commencer à faire la séparation que c'est pas moi. C'est une sorte de vêtement extérieur que j'ai pris pour survivre, mais ce n'est pas moi. Et si j'accepte ça, déjà, ça change tout la perception de la situation, parce que je vois en moi quelque chose. Je me dis, ah, comment ça se fait que je suis comme ça? Alors pour nous, c'est comment ça se fait? Quoi, comment ça se fait? C'est pas je suis comme ça. Il y a moi, qui est essentiel, qui est lumière, qui est tout le bien du monde. Et il y a cette partie de superflu, cette surcharge émotionnelle qui est en moi pour l'instant, mais qui n'est pas moi. Ce superflu peut être ressenti comme l'essentiel. Ah ouais, c'est ça exactement, que petit à petit, on fait cette séparation et des choses qu'on pensait qui étaient essentielles en moi, je découvre petit à petit qu'en fait c'était superflu. Ce n'était pas moi. Comment je découvre ça? Par le travail, petit à petit, de se reconnecter à moi-même, je le sais. Et ça va se découvrir à moi, le plus je vais avoir la force intérieure, le plus mon intériorité va me révéler des choses qu'avant je ne pouvais pas découvrir. Ça va se révéler à moi par rapport à ce que je peux accepter comme information à un certain temps. Parce que ça peut être un peu choquant, cette information. Alors si je le fais dans une façon saine, ça va se révéler lentement et gentiment ce que je peux prendre pour l'instant comme découverte. Des parties en moi que je pensais que c'est moi, tout d'un coup je découvre que c'est pas moi. Des parties d'identité fausse. Par exemple, je peux pas être heureux du succès de l'autre. Chaque fois que l'autre a un succès, je commence à être avec mon œil comme ça un peu fermé, j'aime pas. Alors ça, c'est surcharge émotionnelle parce que j'ai mon cœur fermé quand l'autre est lumineux. Bon, maintenant je commence à lutter. Comment ça se fait que moi, un homme de la haute culture et haute éducation, je peux pas être heureux du succès de l'autre? Qu'est-ce qui va pas dans cette question? Ce qui va pas, c'est pas toi. Il y a en toi quelque chose qui n'est pas toi et tu veux te libérer de ce cœur fermé et le fait, la force d'être heureux pour l'autre de son succès est en moi. Elle est cachée, elle est masquée par cette surcharge émotionnelle et pour la révéler, il faut d'abord que j'accepte que ce n'est pas moi. Parce que si c'est moi, je ne peux pas lâcher. C'est comme si je me dis, je veux me libérer de ma main. Je ne peux pas. Mais si je capte une journée que ce n'est pas ma main, c'est quelque chose que je tiens dans ma main, alors je peux lâcher. C'est superflu, ça pèse lourd dans la main, alors je lâche. C'est tout, fini. Mais quand je me dis que c'est pas moi, après il y a un combat qui s'engage en moi, justement. Pourquoi? Ben, parce que je ressens quelque chose de négatif. Je me dis que c'est pas moi, donc après il y a le côté positif et négatif qui vont combattre ensemble en moi. Alors c'est pour ça qu'on veut d'abord les laisser vivre indépendamment, sans lutte. La lutte est un peu rattachée à cette mélange qu'on a dit, parce que maintenant je veux comme ça, je la laisse être elle, cette partie, et moi je suis moi. J'ai un visiteur à la maison, il n'est pas très sympa, je lui laisse être pas sympa et je ne me mélange pas. Il faut essayer ça un peu comme idée, mais ce n'est pas moi. Bonjour. Ah, t'es pas très sympa comme partie, mais je veux te connaître, je te laisse être pas sympa. Je t'accepte.
J'identifie ça comme pas moi, mais en même temps, je me mélange pas avec ça et j'accepte le fait qu'il y a ça en moi. C'est le contraire, mais c'est possible de voir ce contraire. Quoi? Je me pose la question alors, qu'est-ce qui en moi fait que je réagis comme ça en face de vous? Normalement, en Yemima, on n'aime pas ça, ça s'appelle chitout. Chitout, ça veut dire creuser dans le superflu. Et quand on va creuser dans le superflu, ça fait le superflu plus grand. Et dans la méthode pas tout le monde, mais il y a des parties dans la méthode psychologique occidentale que ce creusement, cette recherche archéologique dans le superflu, c'est le système pour la libération. Et il m'avait dit ça fait le superflu beaucoup plus grave. On attend à la compréhension, on ne va pas la chercher. C'est clair ce que j'ai dit? Est-ce que ça veut dire que ça reste du sous-sol, le fait Oui. de l'accepter, Oui. de l'accepter, de l'apprivoiser en quelque sorte, enfin de s'approcher en disant bah oui, je te reconnais, t'es là. Voilà. Pas trop, mais enfin t'es là. Voilà. T'es là. Et du coup, ça reste du sous-sol. Oui. Il y a beaucoup de choses qui vont faire dissoudre, mais oui, en général, déjà, ça fait dissoudre quelque chose. Et il n'y a pas besoin de ces compréhensions, interrogations, recherches, d'où ça vient et pourquoi et tout ça. La plupart du temps, ça fait plus grave. Des fois, je vais recevoir comme cadeau cette compréhension. D'où ça vient, pourquoi ça vient. Mais c'est pas Yemima exactement qui a dit ça, mais je pense que c'est fidèle à l'étude. Je me rapproche avant de comprendre. La plupart des gens vont chercher à comprendre pour se rapprocher. Pourquoi tu as fait ça? Alors je peux me rapprocher à toi. Alors je dis le contraire. Je vais me rapprocher à toi et peut-être tout d'un coup je vais comprendre pourquoi tu as fait. C'est la même chose pour moi-même. Pourquoi je suis comme ça? Je ne cherche pas. Je me rapproche à moi-même sans comprendre. Après, les compréhensions vont venir comme cadeau. Je les reçois, je ne vais pas les chercher. Je ne vais pas les prendre. Et quand je vais faire l'interrogation et la recherche comme ça, c'est un peu de prendre en force la compréhension. Et ce système a beaucoup d'humilité. Je ne cherche pas la compréhension, je l'attends. Elle va venir à son temps. Tout d'un coup, paf, je reçois la compréhension. Je reçois un cadeau comme ça, un morceau de compréhension. Et en plus, puisque la compréhension ne m'intéresse pas, mais le rapprochement, alors c'est plus important. Le rapprochement est plus important de comprendre pourquoi. Et beaucoup de fois, la recherche de la compréhension est l'alibi pour ne pas se rapprocher. Je m'assois là dans mon fauteuil et je fais la recherche, je raconte des histoires de mon enfance et de je sais pas quoi, et je me rapproche jamais. Alors là, j'oublie les histoires de l'enfance, même que c'est vrai. C'est pas que c'est pas vrai. Mais maintenant, je m'intéresse au rapprochement et pas à la recherche de la compréhension de mon enfance et d'où ça vient et les sources. C'est un peu, si vous voulez, dans le langage toranique, c'est le travail des worship, avodat kochavim ou mazalot, comme on dit, se connecter à l'astrologie et qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis. Alors il y a la méthode psychologique et il y a la méthode des étoiles, mais c'est la même idée. Qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis? Et nous, on ne cherche pas trop creuser dans cette histoire, qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis? Je cherche plutôt comment je me rapproche. Si la compréhension d'où ça vient m'aide, très bien. La plupart du temps, ça ne m'aide pas. Ça fait qui accuser, ça fait un peu faire moins de culpabilité, je ne sais pas quoi, mais beaucoup de fois, ça n'aide pas au rapprochement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends, j'accepte, je me sépare
et je vois comment je peux me rapprocher à moi-même, même qu'il y a en moi des parties comme ça. M'accepter avec la surcharge. Pas que je vais m'accepter après qu'il n'y aura pas de surcharge. Donnez-nous l'exemple, par exemple, plus concret d'une surcharge émotionnelle comme la colère. Par exemple, une personne qui en fait a un excès colérique, comment peut-il, dans son excès colérique, arriver justement à cette séparation dont vous parlez pour pouvoir justement et ne pas aller chercher par exemple dans tes thérapies le pourquoi de la colère qui pourrait, etc. Quelle méthode Yemina propose dans ce cas-là? Alors d'abord, vaut mieux s'entraîner à des cas faciles. 2 à l'échelle de Richter et pas 10. Parce que la plupart des gens veulent résoudre les problèmes de 10 dans l'échelle de Richter. Ça ne marche pas. On va chercher dans des petites colères pas très fortes. Et on va s'entraîner à la méthode de séparation, rapprochement, acceptation de soi. Et petit à petit, si on commence à appliquer ces méthodes, la colère va diminuer dans notre vie sans forcément travailler directement sur cette situation de colère. Parce que la question est, d'où vient cette colère dans notre vie? Ça vient beaucoup de fois du fait qu'on se triche, qu'on se trahit, qu'on n'est pas dans notre place dans la vie, qu'on est dans une exil, et il y a la colère de ça. Et petit à petit, quand je suis moi-même dans des situations, il y a moins de raisons d'être en colère. Alors la colère est le signe de ne pas être dans son endroit. Pas toujours, mais beaucoup de fois, à mon expérience, la colère c'est le signe, c'est pas le problème. Par exemple, quelqu'un qui travaille 10 heures de plus dans la semaine de ce qu'il peut travailler. Forcément, il va être en colère. Alors, les gens se disent, bon, je ne vais pas changer le fait de travailler trop, je vais essayer de résoudre le problème de la colère. Alors, c'est une fausse solution. La colère veut me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si je vais écouter moi-même, je vais dire, pourquoi tu es en colère? Ben, j'aime pas être là et je veux pas être là. Alors, tu pars. Voilà. Aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut rester quand même dans un endroit qui n'est pas bien pour nous, mais pas être en colère. On ne veut pas ce problème. Là, la colère est essentielle. La colère veut nous dire quelque chose de vrai. Elle veut nous dire que quelque chose ne va pas. C'est clair, plus ou moins? La colère, c'est le clignotant. Ça vous en aviez parlé de la colère. Mais moi, ma question était plus portée dans le cas de gens qui ont des colères classiques. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment aucune maîtrise et qui sont dans une surcharge émotionnelle très très intense. Par exemple, dans des situations, par exemple, des mamans qui en fait se mettent dans des colères, bien sûr qu'elles sont sur la surcharge, etc., de travail, la surcharge de plein de causes, mais face à un enfant, par exemple, garder, si vous voulez, avoir cette notion de séparation dans la situation même, c'était la question. Regarde, petit à petit. Faut être humble. Et vouloir faire un changement dans des situations critiques immédiatement dans la situation, c'est demander beaucoup. Moi, je veux d'abord faire un peu moins fort. Faire après la situation. On va parler de ça. Il y a la chambre d'édition. La chambre d'édition du vidéo. On fait ça après la situation, pas dans la situation. On prend son cahier et on fait le travail après. Petit à petit, je vais recevoir des résultats dans la situation. Mais au début, le travail est presque jamais dans la situation. Il est après. Je m'assois avec mon cahier, 10 minutes, 2 fois par semaine, et je commence à faire cette recherche a posteriori.
pas dans la situation. Je ne vais pas y arriver. Je suis esclave dans la situation. Je ne peux rien faire. Alors, d'abord, je m'accepte. Ça s'est passé. Je me suis mis en colère. Je ne veux pas. Ce n'est pas moi, mais ça s'est passé. Alors, je m'accepte. Après, petit à petit, je fais le travail et je commence à avoir moins de colère. Moi, au début de cette étude, pourquoi je suis allé faire cette étude? C'est à cause de la colère envers mes enfants. Et ça s'est diminué. La séparation dont vous parlez, c'est aussi la séparation qu'une mère peut s'imposer face, par exemple, au débordement d'un enfant. Elle peut dire, je refuse, moi-même, je sors de la situation. C'est une sorte aussi de séparation. Oui. Si j'entends bien derrière cette question, la question pour beaucoup de mères, et j'enseigne beaucoup de femmes, Oui, c'est est-ce que je suis bonne envers moi-même? Et la femme a la tendance à être avec beaucoup d'attaques envers elle-même et faire pour tout le monde et faire presque rien pour elle-même. Et alors ça fait beaucoup de colère. Et si elle commence à se donner à elle-même la générosité, la bonté, le bien-être, tout d'un coup, il y aura beaucoup moins de colère sans rien faire. Mais c'est pas simple pour beaucoup de femmes de passer à la situation que quand est-ce que je traite moi-même, quand est-ce que je prends à moi-même ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Elle dépasse et elle saute au-dessus des besoins d'elle-même et après elle se dit pourquoi je suis en colère. Alors la colère vient que tu es déserté, tu es abandonné, il y a personne qui prend soin de toi. Alors cette femme doit d'abord commencer à prendre soin d'elle-même. Lui donner elle-même ce qu'elle a besoin, ce qui va lui faire du bien, des vacances, des endroits où respirer de l'air, qu'est-ce qu'elle a envie dans la maison, qu'est-ce qu'elle veut pas. Tout d'un coup, il y aura beaucoup moins de colère. Parce que la colère veut lui dire, hé, je suis pas là, je suis en exil. Encore une séparation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Oui? Il y a quelqu'un qui voulait demander quelque chose? Top. La séparation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas corollaire, il n'y a pas connexion obligatoire entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Il y a ce qui s'est passé et il y a ce qui se passe à mon intériorité envers l'extériorité. Et nous, normalement, on pense à, quand quelqu'un te dit ça, c'est obligatoire de réagir comme ça. Alors, si je commence à faire la séparation, parce que moi et mon mari vont être dans la même situation et sentir complètement différents. Alors, je fais la séparation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à mon intériorité. Je commence à laisser vivre chacun dans son endroit. Et après, une autre séparation, c'est entre les temps. Nikra be'ivrit, en hébreu, hafrada bazman. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Par exemple, il y a une situation qui m'énerve, je dis, ah, c'est encore comme hier. Boum, il y a un mélange des temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hier, c'est pas encore. Dans l'intellectuel, oui, c'est encore exactement ce qui s'est passé hier et avant-hier et il y a 30 ans. Pour se libérer, il faut commencer à faire la séparation des temps. C'est pas comme hier, c'est pas encore une fois, c'est pas shuv pam. Et en plus, il y a séparation pour le futur. Parce que le futur, il y a, ah, si je l'accepte maintenant, il va toujours faire comme ça. Alors j'ai dit, non, j'accepte aujourd'hui, demain c'est demain. La séparation des temps, je ne suis pas encore une fois comme l'enfant de 3 ans et comme mon père est en colère de moi. Je ne suis pas là, je suis maintenant adulte et je ne suis pas enfant. Mes enfants ne sont pas moi. Et ce qui se passe maintenant à l'enfant de 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il va être un échec dans toute sa vie. Il a 5 ans.
il est maintenant. Alors ça s'appelle présence dans l'actuel. Nochechut bezman achshavi. Et pas faire le mélange des temps, parce que quand je fais le mélange des temps, alors une situation de maintenant reçoit beaucoup de poids parce que c'est la même chose qui s'est passée pendant 30 ans. Mais si je fais la séparation des temps et je fais comme si, mais c'est pas comme si, c'est vérité spirituelle, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la première fois. Si j'ai essayé de me libérer de quelque chose, c'est la première fois aujourd'hui. Il y a une sorte de oubli sainte. Oubli de ce qu'il y avait hier du côté saint de l'oubli. Et ça enlève beaucoup de poids, ça donne la légèreté et ça donne la possibilité de se libérer. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que aujourd'hui. Ça ne veut rien dire sur hier, ça ne veut rien dire sur demain, c'est maintenant. La séparation des temps. Il faut essayer de voir ça dans le travail pratique, mais on va voir qu'en fait, il y a des pensées comme ça qui nous jettent être inquiet, être coupable du passé, tout ça, ça pèse beaucoup. Le tikkun, la réparation, le rapprochement se passe toujours maintenant. Yemima avait dit, et maintenant? Bon, je sais ce que j'ai fait hier. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand je suis dans le passé, je ne vais jamais me rapprocher maintenant parce que je suis avec ce qui s'est passé hier. Et quand je laisse tomber le passé, je me demande comment je me rapproche maintenant. Par exemple, j'ai fait des idées de ma journée le matin. Maintenant, tout s'est gâché. Alors, si je veux me dire, ah, mais j'avais fait des idées le matin de faire ci, de faire ça, je ne vais jamais me rapprocher. Mais si je me demande, bon, mes belles idées et mes belles programmes, je les jette. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant? Et après 1 heure, encore une fois, tout s'est gâché, encore une fois. Et maintenant? Comment je me rapproche au présent, pas au passé et pas avec tous les peurs du futur? Séparation des temps. Du passé. Et du futur, oui, se séparer. Du passé surtout, parce que quand même on est influencé par le vécu. Donc, oui, on est influencé, c'est ça, la réalité et l'illusion. On a l'illusion d'être influencé. On donne la force au passé par notre attitude. Et en fait, on va commencer à voir que notre perception de la réalité, il y a la réalité, il y a l'illusion. Par exemple, l'illusion, c'est que je peux jamais changer. Il y a l'illusion que je suis un échec total parce que j'ai 30 ans d'expérience d'être un échec. C'est une illusion. La réalité est que je suis formidable et j'ai toujours l'espérance et j'ai toujours, à chaque instant, la possibilité de me rapprocher. Et il y a encore beaucoup d'illusions, mais il faut les découvrir petit à petit. Comment je me libère de cette illusion et je me connecte à ce qui vraiment se passe maintenant là. Bon, on s'est mélangé dans le temps de l'autre cours, alors on va finir. Il faut avoir séparation et délimitation. C'est parce que je kiffe comme ça dans le cours, je n'aime pas finir, mais il faut finir quand même. Seulement grâce à la séparation, je peux commencer à me libérer. Et si on va essayer cette méthode de séparation, on va voir que ça commence à bouger des choses dans nos vies, ça commence à nous donner la liberté et la souplesse, et il y a quelque chose qui commence à bouger. Séparation. Il y a encore beaucoup de questions, mais on peut se séparer de ces beaucoup de questions et faire cette semaine que la séparation. Et pas se mélanger avec 3000 idées de rapprochement que je peux essayer. Dans la semaine, je fais qu'une chose. Petite, mais séparée. On a le droit à encore une ou deux questions. Hey, Johan. Sur ce, Itaï, on doit se séparer. Ouais, d'accord. Donc, il a fait Les questions, vous pouvez lui envoyer les questions par la semaine mail, prochaine. Et aussi, Itaï, vous pouvez vous brancher comme ça 10 minutes avant le cours et on a le temps comme ça, l'orishmi.
Exactement. C'est pas formel, c'est pas enregistré avant. Comme ça, Vous 10 pouvez poser minutes vos avant le questions. cours, on peut se faire un petit café, petite question. Voilà. Ça Avec pêche un- plaisir.